Avec la dernière intervention de Sophie Sabets-Nobiladze, une amie très chère, aussi une collègue avec qui je travaille souvent, et je profite pour la remercier déjà pour son soutien pendant ma thèse parce qu'elle était d'un grand soutien au niveau du conseil médical. Donc c'était elle qui m'a conseillé sur beaucoup de choses. Un grand merci. Sophie, c'est un médecin, elle est médecin généraliste, mais aussi elle est formée à la méthode de fertility care et naprotechnologie. Elle est co-auteure du livre Cycle féminin au naturel, que je conseille pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Un livre très intéressant qui met en lumière ce qu'elle va présenter aujourd'hui. Elle est également conférencière auprès des étudiants et professionnels, cofondatrice de l'association Focus Fertilité et intervenante certifiée pour l'association Facts About Fertility. Sophie va aujourd'hui nous mettre en lumière un aspect bon, que je connais, mais un aspect nouveau peut-être pour beaucoup d'entre vous, cette question des méthodes d'observation du cycle qui mettent en relief l'importance du corps de la femme, de son identité féminine, surtout avec la méconnaissance du cycle féminin, mais aussi des méthodes contraceptives. Sophie aujourd'hui elle va mettre un petit peu en lumière cette idée qui permet à chaque femme, comme je disais au début et au milieu de cette journée, d'avoir accès à une information vraie, éclairée, qu'elle puisse vraiment prendre le choix qu'elle veut, peu importe, mais qu'elle puisse le prendre d'une façon très claire et très en connaissance de cause. Sophie, je te remercie pour ta présence et je te donne la parole. Un grand merci Maroun, merci à vous tous. Je remercie particulièrement la chaire de bioéthique et des droits humains de l'UNESCO de m'avoir invitée aujourd'hui. Et je souhaite à vous tous une très bonne journée internationale des droits des femmes. Merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Je voudrais vous parler, quant à moi, donc comme Maroun l'a dit, des méthodes d'observation du cycle et en quoi elles proposent une réponse éthique et efficace pour la santé de la femme. Nous allons évaluer déjà l'approche actuelle en France en ce qui concerne les droits des femmes en lien avec leur santé et leur fertilité. Nous allons parler des conséquences de cette approche, donc état des lieux, notamment sur le plan statistique avec pas mal d'études dont je vais vous parler. Et puis, je vous parlerai d'une nouvelle perspective, les méthodes d'observation du cycle. Et puis, quelques mots pour conclure et des messages à retenir. Pour commencer, nous allons donc parler des droits des femmes, de leur santé, de leur fertilité et de l'approche actuelle en France, mais aussi dans de nombreux pays industrialisés, hein, où la situation est très, très proche. Euh, Déjà, il y a une volonté très claire d'éducation et d'information sur ces sujets, hein, les droits, la santé, la fertilité. Et euh, du coup, beaucoup de communication sur ce sujet, beaucoup de cours, beaucoup d'informations à viser des adolescents, mais aussi des adultes. Et bien sûr, spécifiquement les femmes. Mais ces approches s'adressent également aux jeunes hommes et aux hommes adultes. La fonction reproductive de la femme et celle de l'homme sont bien sûr abordées dans l'éducation, à l'éducation nationale, dans le programme officiel, une fois au collège, une fois au lycée, et puis bien sûr pour ceux qui vont faire des études de santé, bien sûr dans le cursus universitaire. Il y a également dans ces cours un aspect sur les différents contraceptifs qui existent, leur mode d'action, puis aussi les modalités de stérilisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la contraception définitive. Euh, il s'agit d'éducation sexuelle aussi dans ces cours, et donc l'éducation sexuelle est souvent apportée lors de l'enseignement sur la reproduction. On aborde la protection contre les infections sexuellement transmissibles, on aborde la façon de mettre un préservatif, parfois d'une façon qui n'est pas comment dire? Facile à gérer pour les adolescents, parce que voilà, on le fait en public, bref. Des situations pas toujours évidentes pour les différents élèves, les différents adolescents, les jeunes adultes. On aborde le consentement, puis aujourd'hui, il y a toute une partie sur l'identité de genre qui fait partie de ces cours. Et il y a également une partie d'information sur l'alcool et les différents stupéfiants. Depuis quelques années en France, on voit une transformation. L'éducation sexuelle est devenue l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc une vision
plus global de la personne et de la relation entre les différentes personnes, et ça, on ne peut que le saluer. Oh, excusez-moi. Voilà. Alors voilà un cycle, tel que nous l'avons appris, un cycle féminin, tel que nous l'avons appris au collège et au lycée, et puis lors de nos études universitaires pour, ceux qui sont professionnels de santé avec nous aujourd'hui. Alors sur le plan hormonal, tout débute au niveau du cerveau et l'hypothalamus produit, de la GnRH qui va stimuler la production de FSH et de LH par l'hypophyse. Ils n'apparaissent pas ici. Sur le plan ovarien, donc on est là. La FSH, qui est ici en bleu, la FSH, stimule, la croissance des follicules au sein de l'ovaire avec la sélection d'un seul follicule qui va devenir mature. La phase préovulatoire est donc la phase folliculaire au niveau de l'ovaire. Les hormones ovariennes qui prédominent en phase folliculaire sont les œstrogènes, qui sont en gris sur la courbe. Puis l'ovulation a lieu. La structure folliculaire qui a émis l'ovocyte devient le corps jaune. La phase post-ovulatoire s'appelle donc la phase lutéale, qui veut dire jaune en latin. Le corps jaune produit la progestérone et c'est cette hormone qui va prédominer en violet ici lors de la phase post-ovulatoire. Sur le plan utérin, par convention, le premier jour du cycle est le premier jour des menstruations, c'est-à-dire la perte de l'endomètre, la muqueuse utérine. En phase préovulatoire, sous l'influence des œstrogènes, l'endomètre devient prolifératif, puis en phase post-ovulatoire, sous l'influence de la progestérone, il devient sécrétoire. Il est couramment enseigné qu'un cycle dure 28 jours avec une ovulation survenant à J14. Mais attention, le cycle féminin, ce n'est pas que cela, nous allons en reparler un peu plus. Voilà, ça c'est la description qui m'en a été faite pendant toutes mes années de collège, lycée et études supérieures médicales. Une description qui est parfois un peu figée. Alors, est-elle un peu ennuyeuse également? Nous allons l'aborder un peu plus tard. La question qui se pose aussi dans ces moments-là, c'est est-ce que le cycle féminin, il a un intérêt si on n'a pas envie de concevoir? Puisque beaucoup de femmes, finalement, vont venir de plus en plus jeunes d'ailleurs à l'utilisation de contraceptifs qui modifient le cycle ou qu'ils suppriment. Et il existe peu d'informations dans ces cours sur les effets bénéfiques des œstrogènes et de la progestérone, les hormones produites par les ovaires, sur la santé de la femme. Pareil, on va en reparler très vite. Sur le plan des droits, alors l'avortement est légal en France depuis 1975. Il a été légal jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée jusqu'à 2001. En 2001, on est passé à 14 semaines d'aménorrhée, puis 16 semaines d'aménorrhée en 2022. Pour les gens qui ne souhaitent pas concevoir, le recours, on va dire, logique, le recours le plus fréquent, ce sont les différents modes de contraception, surtout féminins. C'est une charge qui incombe très très souvent aux femmes, mais il existe aussi bien sûr des contraceptifs masculins. Le ministère de la Santé a mis en charge récemment des outils justement sur le choix de la contraception avec un petit questionnaire en ligne. Quelle contraception me convient le mieux, par exemple? Les méthodes de contraception utilisées en France, d'après le baromètre santé de 2016, donc la pilule reste en tête, mais son utilisation a beaucoup diminué depuis les années 2010. Le DIU, le stérilet, donc le dispositif intra-utérin, donc le recours au DIU a beaucoup augmenté par contre depuis 2010. Donc on est à 36 de femmes qui utilisent la pilule, 26 qui utilisent un stérilet, 15,5 des couples utilisent le préservatif, 8 n'utilisent aucune méthode. Ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui utilisent une méthode contraceptive dans la population, hein. On est donc à 92 de gens qui utilisent une méthode contraceptive. 4,6 autres méthodes, ça regroupe beaucoup de choses différentes, on va en parler un peu plus tard. 4,5 contraception définitive, donc stérilisation. L'implant contraceptif qui se place dans le bras, un implant hormonal, 4 de la population des femmes, et puis 1 utilisation du patch contraceptif ou de l'anneau contraceptif. Concernant la sexualité des adolescents et des jeunes adultes, on a un âge du premier rapport sexuel qui est stable depuis plusieurs dizaines d'années en France, autour de 17 ans, pour les filles comme pour les garçons. Cependant, ce qu'on constate depuis une quinzaine d'années, c'est un recours croissant à l'usage d'alcool et de drogue avant et lors des rapports sexuels. Et bien sûr, ça présente des risques majeurs pour ces jeunes.
Bien sûr, la question du consentement, donc s'agit-il d'un acte sexuel consenti ou s'agit-il d'une agression sexuelle ou pire, d'un viol? Donc là, on est vraiment sur un sujet qui est majeur. Ensuite, ces jeunes ont la connaissance du fait que, pour avoir une sexualité telle qu'elle est nommée par les différents cours d'éducation sexuelle, une sexualité protégée, il est important d'utiliser le préservatif et ou les contraceptifs. Le problème, c'est que si l'état de conscience, est altéré, eh bien, on peut se demander dans quelle mesure, le ces différentes méthodes sont utilisées. Et donc, il existe des possibilités de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles, et puis, bien sûr, la possibilité de grossesse non planifiée. Cela entraîne aussi, évidemment, des risques à long terme d'addiction ou de coaddiction. Malheureusement, la pornographie joue un rôle de plus en plus important dans les pratiques sexuelles des jeunes et ça, c'est très inquiétant parce que, du coup, des pratiques violentes, des pratiques, qui n'attendent pas le consentement des différents partenaires sont vraiment fréquentes maintenant. Et puis, on note une hausse de l'incidence des infections sexuellement transmissibles, notamment gonocoque et chlamydia, depuis 2010. Alors, quand on est médecin, quand on est professionnel de santé, on est prescripteur de certains médicaments, de certains dispositifs, et cela nous donne une responsabilité envers les patientes et envers les patients aussi, bien sûr. Donc, il est important que chaque femme soit informée du mode d'action de son contraceptif et de ses effets indésirables, comme pour tout médicament. C'est ce que disait Maroun au début de cette intervention, à savoir le consentement éclairé, le choix éclairé d'un mode de contraception, c'est vraiment très important. Alors, il existe, concernant les contraceptifs hormonaux, des effets indésirables qui sont assez connus, notamment pour les contraceptifs œstroprogestatifs, les contraceptifs combinés, une augmentation du risque relatif du cancer du sein. Ce risque augmenté existe aussi pour les pilules microprogestatives, donc qui ne contiennent qu'un dérivé progestatif. Augmentation du risque relatif de cancer du col et augmentation du risque relatif de cancer du foie. À noter, ces contraceptifs diminuent également faiblement le risque relatif de cancer de l'endomètre et de l'ovaire. Il est intéressant de noter que l'Agence internationale de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, de l'Agence mondiale pour la santé, a classé les contraceptifs hormonaux parmi les carcinogènes depuis 2005, à cause de ce risque relatif augmenté de différents cancers. Ces contraceptifs augmentent également le risque relatif de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus ou l'AVC et les thromboses veineuses, la phlébite, l'embolie pulmonaire. La baisse de libido est un effet indésirable qui est connu aussi, relativement connu pour ces contraceptifs. Les effets indésirables moins connus de ces contraceptifs, mais tout aussi importants, c'est l'augmentation du risque relatif de dépression, quel que soit le contraceptif hormonal, et l'augmentation du risque relatif de tentative de suicide et de décès par suicide. Ces risques sont malheureusement beaucoup plus importants chez les adolescentes que chez les adultes de plus de 25 ans, à cause notamment de tous les changements qui surviennent au niveau cérébral à l'âge de l'adolescence. Et je vous invite à lire ces études qui ont été publiées par la même équipe, donc de l'université de Copenhague, qui ont été publiées dans le journal de l'Association médicale américaine de psychiatrie, donc une excellente revue, et qui ont suivi plus d'1 million de femmes pour obtenir ces résultats. C'est vraiment important d'en avoir connaissance. Pour les femmes qui ont une maladie auto-immune, les contraceptifs œstroprogestatifs augmentent le risque relatif de maladie auto-immune et le nombre de poussées, la fréquence des poussées de ces maladies également. Ce n'est pas un état des lieux exhaustif, hein. Je vous ai parlé de quelques éléments qui, à mon avis, n'étaient pas très connus, mais il y a d'autres effets indésirables. Un autre effet indésirable méconnu et qui mérite d'être, je pense, plus souvent décrit, c'est l'effet des contraceptifs sur le cerveau. En effet, il existe des récepteurs aux œstrogènes et aux progestatifs sur toutes les cellules de l'organisme de la femme et notamment, bien sûr, beaucoup au niveau du cerveau. Et donc, ça explique ce qu'on disait tout à l'heure sur le risque augmenté de dépression, de tentative de suicide. Mais sans en arriver là, le fonctionnement cérébral, et c'est très très bien étudié depuis les années 80 maintenant,
le fonctionnement cérébral, le comportement social, le choix du partenaire, beaucoup de différentes choses sont modifiées chez les femmes qui prennent un contraceptif hormonal. Et je vous invite à lire ce livre qui est passionnant, qui date de 2019, qui a été écrit par une enseignante-chercheuse américaine sur cette thématique. Concernant les contraceptifs hormonaux, les différents contraceptifs hormonaux, hein, et le stérilet en cuivre, il existe un effet antinidatoire qui, comment dire, n'est pas gênant pour certaines personnes, mais pour d'autres l'est. C'est parfois une exigence qu'ont certains patients, certains couples, certaines femmes. L'endomètre est rendu impropre à l'anidation, que ce soit par un effet des contraceptifs hormonaux ou par l'inflammation chronique qui est induite par le cuivre du stérilet. Et il est impossible de savoir si et quand il y a eu fécondation et échec de nidation, ou bien s'il n'y a rien eu à chaque cycle. Concernant le stérilet au cuivre, le dispositif intra-utérin au cuivre, il existe une augmentation du risque de dysménorrhée, donc de douleurs de règles et de règles abondantes, une augmentation du risque de vaginose bactérienne, une augmentation du risque de maladies inflammatoires pelviennes en cas d'infection sexuellement transmissible préexistante, ce qui explique qu'il y a un bilan pour vérifier l'absence de ces infections avant la pause. Le risque de syndrome prémenstruel augmente-t-il avec le stérilet au cuivre? Alors pour l'instant, on a très peu d'études sur ce sujet, mais moi j'ai beaucoup de retours, j'entends beaucoup de femmes qui signalent l'apparition ou l'aggravation d'un syndrome prémenstruel depuis la pose d'un dispositif intra-utérin au cuivre. Donc, affaire à suivre. Je vais vous parler du coup des conséquences de cette situation sur la santé des femmes et leur connaissance concernant le fonctionnement de leur corps. 44% des femmes disent connaître mal ou pas du tout les phases du cycle féminin. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le compte de l'entreprise Fitbit qui a été réalisé en France auprès de 1000 femmes en 2018. Ce qui est intéressant, autre résultat de ce sondage, parmi les femmes qui disent bien connaître le cycle, seuls 32% savent dire de combien de phases le composent. Ça veut dire que peut-être leur connaissance n'est pas si ferme que cela. Autre sondage, cette fois-ci réalisé par l'entreprise de sondage BVA pour le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France en 2009. 989 hommes et femmes avaient été interrogés, et là aussi les résultats sont préoccupants. Ils mettent en évidence une méconnaissance des Françaises et des Français sur le sujet de la fertilité. Ainsi, les personnes interrogées avaient tendance à surestimer l'état de fertilité et les capacités reproductives de façon générale. Donc, considérer en moyenne qu'une femme de 30 ans avait 55% de chances de tomber enceinte à chaque cycle, alors que le taux réel est de 12%. Les personnes interrogées estimaient aussi à 40 ans l'âge à partir duquel tomber enceinte devient plus difficile, alors que les probabilités baissent en réalité dès 35 ans. Par ailleurs, on constatait une surestimation également pour les chances de grossesse concernant les couples qui ont recours à l'aide médicale à la procréation. Une étude a été menée aux États-Unis en 2014 sur les connaissances des femmes à propos du cycle et de la fertilité. 1000 femmes de 18 à 40 ans ont été incluses et 80% d'entre elles avaient fait des études universitaires. Donc, c'est quand même intéressant sur le plan du niveau socio-économique. Parmi les résultats, voilà ce qu'on pouvait noter. 40% étaient préoccupés par leur capacité à concevoir, cependant 50% n'avaient jamais abordé le sujet de la fertilité avec leur médecin ou leur sage-femme. Un important manque de connaissances a été observé. 40% des femmes interrogées disaient connaître peu ou pas du tout le cycle ovulatoire. Seuls 10% savaient qu'il vaut mieux avoir des rapports sexuels dans les jours qui précèdent l'ovulation plutôt que les jours suivants si on veut concevoir. 30% ignoraient les effets délétères sur la fertilité de plusieurs facteurs, comme certaines infections sexuellement transmissibles, le tabagisme, l'obésité, l'irrégularité des cycles, puis la baisse de fertilité avec l'âge. Pourtant, donc, ces paramètres ont une importance significative, puisque une femme qui fume 10 cigarettes par jour voit ses chances de concevoir divisées par 2, et une femme en situation d'obésité voit les siennes divisées par 1,5. En revanche, certaines idées reçues étaient vraiment répandues, et c'est un problème également. De nombreuses études sur ce thème retrouvent des résultats similaires. Alors, quelques statistiques
cette fois-ci sur les États-Unis, puisque je vous disais que dans les pays industrialisés, on a des situations assez proches les unes des autres. Je vous ai mis ici un document qui vient de Planned Parenthood, donc le planning familial américain. C'est un document de 2018 qui expliquait que 45% de toutes les grossesses qui ont eu lieu parmi les femmes américaines en 2011 n'étaient pas planifiées. Et 40% de ces grossesses se sont terminées lors d'un avortement. 19% des grossesses, si on exclut les fausses couches, se sont terminées en avortement en 2014. Parmi les patientes qui ont eu recours à un avortement, 51%, en 2014, 51% utilisaient un contraceptif dans le mois où elles sont tombées enceintes. Les contraceptifs les plus répandus dans cette situation étaient les préservatifs, 24%, ou un contraceptif hormonal, 13%. Concernant la France, je vais vous lire un document qui m'a été envoyé au cabinet médical par l'INPES, donc maintenant un organisme de Santé publique France, un organisme donc, pour la santé publique qui fait partie du ministère de la Santé, un document qui a donc été envoyé aux médecins généralistes pour les informer de ces différentes situations concernant la fertilité, les grossesses non planifiées et la contraception. Excusez-moi. En France, 9 femmes sur 10 qui ne souhaitent pas avoir d'enfants utilisent une méthode contraceptive. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a 90-92% de couverture contraceptive chez les femmes en âge de procréer. Chez les 15-24 ans, près d'une grossesse sur deux n'est pas prévue. Parmi les grossesses non prévues, 2 sur 3 surviennent chez des femmes qui utilisent une contraception. 2 sur 3. Parmi les femmes qui utilisent une contraception, en 2015, donc 56% des femmes utilisaient la pilule. Chez les 20-24 ans, c'était 83%. Et pourtant, vous voyez qu'on avait une grossesse sur deux qui n'était pas prévue. Seulement 34% des femmes qui prennent la pilule disent ne jamais l'oublier. Mais oui, on est humain. C'est pas facile de prendre tous les jours, un comprimé à heure fixe. 23% des femmes qui ont eu une IVG prenaient la pilule. Ce qui fait qu'en France, on avait en tout une grossesse sur 3 non planifiée parmi toutes les grossesses, et 60% des grossesses non planifiées aboutissent à une IVG. De 2000 à 2015, on avait des chiffres qui étaient assez stables. On avait environ 220 000 IVG pour 800 000 naissances, donc une grossesse sur 5 qui se termine par une IVG à l'époque, sans compter les fausses couches, bien sûr. En 2022, il y a vraiment eu une évolution qui a été notée. On est à 234 000 IVG pour 726 000 naissances. Et là, on arrive à un quart des grossesses qui se terminent en IVG, hors des fausses couches. Parlons d'un autre sujet maintenant, les couples en situation d'infertilité. L'infertilité, sa définition, c'est l'absence de grossesse chez un couple qui a des rapports sexuels réguliers sans contraceptif depuis au moins 12 mois. Et cette incidence est en forte augmentation. Regardez ce chiffre de 2010 qui évoquait un couple sur 7 concerné par l'infertilité. Et aujourd'hui, l'INSERM, en 2021, qui rapporte un couple sur 4 concerné par l'infertilité, donc un problème de santé publique. Une étude que je trouve très intéressante, en fait, 2 études qui ont été menées en Australie. Donc, l'étude de 2013 des mêmes auteurs montre que seuls 12,7% des femmes suivies en assistance médicale à la procréation qui avaient été interrogées dans cette étude savaient identifier correctement leur fenêtre de fertilité. Les mêmes auteurs ont mené une autre étude en 2015 parmi les femmes qui consultaient en médecine générale, donc avant un suivi éventuel en PMA. Seuls 2,1% d'entre elles savaient identifier correctement leur fenêtre de fertilité. Ces données évoquent donc des situations d'hypofertilité, en fait peut-être liées au manque de connaissances sur le cycle. Je vais vous parler d'une autre approche, les méthodes d'observation du cycle. Je vous propose d'aller plus loin et de contrer certaines idées reçues. Voilà. L'ovulation n'a pas forcément lieu à J14.
un cycle ne dure pas forcément 28 jours. Ça, toute femme l'a déjà remarqué. Et autre idée reçue, il serait impossible de se repérer dans le cycle. C'est faux. Les biomarqueurs de fertilité, comme par exemple la température corporelle basale, sont des signes corporels objectifs. Ils permettent d'observer que l'ovulation approche et de confirmer que l'ovulation est passée. Et je vais vous proposer une perspective sur le cycle féminin qui est plus dynamique et fonctionnelle. Est-ce que vous êtes prêts pour une redécouverte du cycle féminin? Comme je vous le disais tout à l'heure, les biomarqueurs de fertilité résultent en fait des activités hormonales qui modifient les différentes propriétés de l'utérus, du col utérin et de l'ovaire. Les biomarqueurs principaux sont le flux menstruel, le mucus cervical, la température corporelle basale. Ce sont des signes corporels observables et objectifs, et même facilement observables. Le mucus cervical est un gel de glycoprotéines qui est produit par le col de l'utérus en période de fertilité. Il est donc le col de l'utérus qui se trouve ici. Il est très facile à observer et permet de se repérer de manière fiable dans les différentes phases du cycle. Le second biomarqueur principal de la fertilité, c'est la température basale de notre corps. En phase folliculaire, la température basale fluctue autour d'un niveau bas, niveau moyen bas. L'ovulation correspond à la rupture du follicule et à la libération de l'ovocyte qui est aspiré par la trompe. Le corps jaune se constitue alors, le corps jaune qui est là. Le corps jaune sécrète la progestérone qui est thermogénique, c'est-à-dire qu'elle induit une augmentation de la température basale de 0,3 dixième de degré environ, nécessaire pour l'implantation de l'embryon. Nous observons un tableau haut et stable pendant la phase post-ovulatoire. Nous voyons ici une courbe biphasique, avec une phase basse qui correspond à la phase folliculaire et la phase haute qui correspond à la phase lutéale. L'ovulation a forcément lieu dans les jours proches du décalage thermique. La femme qui observe sa température peut avec certitude connaître son infertilité au 3e jour. On voit que le cycle, ce n'est pas juste un déroulement de saignement ou de non-saignement. Il est possible de se repérer dans le cycle grâce aux biomarqueurs de fertilité qui définissent d'abord la période de latence, puis l'ouverture et la fermeture de la période fertile, et puis, une fois que cette période est finie, la période post-ovulatoire qui est une période d'infertilité. Le flux menstruel, c'est-à-dire l'aspect, la durée des menstruations, tous ces différents paramètres que je vous ai listés ici apportent beaucoup d'informations. Le flux menstruel représente un marqueur du bon fonctionnement de l'appareil reproducteur et de l'équilibre hormonal de l'organisme. Et lorsqu'elle est en cycle naturel, une femme sait reconnaître ses menstruations, au contraire d'un autre type de saignement utérin. Il y a un profil de nos menstruations qui se ressemble d'un cycle à l'autre. Pour continuer à contrer certaines idées reçues sur le cycle, un point à retenir. Chaque femme est unique et chaque cycle est particulier. La phase préovulatoire n'a pas une durée fixe, préovulatoire fixe de 14 jours. Elle peut varier. La phase post-ovulatoire n'a pas non plus une durée de 14 jours lors de chaque cycle. L'ovulation fixe à J14, ce n'est pas correct non plus. Et comme on le disait, toute femme le sait, il y a des cycles qui font plus ou moins de 28 jours. Quelques repères essentiels. Pour la même femme, d'un cycle à l'autre, je parle bien de la même femme, le cycle dans sa globalité a une durée variable. Un cycle en bonne santé dure 24 à 35 jours. Il est impossible de prévoir à l'avance la date d'ovulation. Et oui, parce qu'elle varie d'un cycle à l'autre pour la même femme sous l'influence de nombreux facteurs, le stress, une maladie, un événement particulier, etc. Et n'oublions pas que le chef d'orchestre du cycle, c'est le cerveau. Cela veut donc dire que la phase préovulatoire a une durée variable d'un cycle à l'autre. C'est elle qui va influer sur la durée du cycle entier. La phase post-ovulatoire, quant à elle, a une durée plus stable, sauf lors de certaines pathologies, chez la même femme d'un cycle à l'autre. Sa durée normale est de 11 à 16 jours, mais attention, on garde en tête que des femmes différentes auront des phases post-ovulatoires de durée différente également. Une des infos importantes à retenir de mon intervention, s'il vous plaît, c'est celle-ci.
L'événement important du cycle, c'est l'ovulation et non les règles. C'est pourquoi vous ne m'entendrez pas trop parler de cycle menstruel. Je dis cycle ovulatoire ou cycle féminin. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas pour jouer sur les mots. L'ovulation, c'est un processus irremplaçable pour l'organisme féminin car il est le seul moyen de produire les hormones féminines, ovariennes, œstrogènes et progestérone. Chaque cellule du corps de la femme présente des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Le cycle est donc essentiel pour la santé et pas seulement pour la procréation. Les œstrogènes sont un groupe de 3 hormones. La plus active est l'œstradiol. C'est une hormone qui entraîne la prolifération et la croissance cellulaire. La progestérone, quant à elle, est une hormone unique et je dirais même précieuse. Donc il n'y a qu'une seule progestérone, contrairement au groupe des œstrogènes. Et la progestérone, elle a une action complémentaire à celle de l'œstradiol, puisqu'elle entraîne la différenciation et la stabilisation cellulaire. Une ovulation régulière et optimale va entraîner un équilibre entre œstradiol et progestérone. Cet équilibre a de nombreux effets bénéfiques pour la santé mentale et la santé physique de la femme. Cet équilibre permet aussi d'optimiser le fonctionnement des différents appareils et systèmes hormonaux, fonctionnement cérébral, sur le plan neurologique, mais aussi pour stabiliser l'humeur, diminuer l'anxiété, le fonctionnement métabolique, immunitaire, vasculaire, thyroïdien, osseux, cutané, du tissu mammaire. Ainsi, il a été démontré qu'un bon équilibre entre estradiol et progestérone, au long terme, diminue le risque relatif de nombreuses pathologies comme le cancer du sein, les pathologies cardiovasculaires, la maladie thromboembolique veineuse, l'ostéoporose, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres. Le cycle ovulatoire représente donc un processus précis, adaptatif et sophistiqué. Ces hormones sont uniques et essentielles pour la santé de la femme. Les hormones de synthèse contenues dans les contraceptifs ne sont pas identiques aux hormones physiologiques et elles n'ont pas les mêmes propriétés. Donc, je répète plus clairement, les contraceptifs ne contiennent pas d'œstradiol et ne contiennent pas de progestérone. De plus, les bénéfices santé du cycle sont cumulatifs dans le temps. Le cycle de la femme mérite donc d'être protégé à tout âge. Et en cas de symptômes ou de pathologie, choisissons de restaurer et d'optimiser le cycle au lieu de le supprimer ou de le contourner, comme on le ferait pour une autre fonction de l'organisme, le sommeil, la digestion, la capacité de marcher, par exemple. Vous voyez? Voilà. Et donc, Marion Vallée et moi avons écrit ensemble un livre sur tout ça. Je vous invite à vous le procurer si ce sujet vous intéresse pour rentrer plus en détail. Et puis, l'association que j'ai cofondée, qui s'appelle Focus Fertilité, organise des webinaires mensuels. Enfin, excusez-moi, il y en a plusieurs par an, pas toujours mensuels, mais voilà. Et il y a eu plusieurs soirées sur ces thèmes-là que j'ai eu le plaisir d'animer avec une collègue ou moi-même. Qu'est-ce qu'une méthode d'observation du cycle? Une méthode d'observation du cycle est une méthode scientifique, evidence-based, comme on dit en anglais, qui permet la compréhension au quotidien de la fertilité de la femme à partir de l'observation des biomarqueurs de son cycle. Les méthodes d'observation du cycle sont appelées en anglais Fertility Awareness-Based Methods, mais depuis quelques années, l'Organisation mondiale de la santé est en train d'appeler Fertility Awareness-Based Methods des méthodes qui ne sont pas méthodes d'observation du cycle, et ça crée beaucoup de confusion. Donc, de mon côté, je vais commencer à utiliser le terme Methods of Cycle Observation. Elle requiert un apprentissage rigoureux auprès de professionnels formés et certifiés. Elle repose sur une importante fiabilité scientifique. Les méthodes d'observation du cycle, ce n'est pas la méthode Ogino, la méthode du calendrier, le décompte des jours, l'ovulation obligatoirement J14. Ce n'est pas le retrait, ce n'est pas les applications de smartphone prédictives, qui sont en fait le retour de la méthode Ogino. Alors, les méthodes d'observation du cycle ont 4 objectifs et elles sont polyvalentes. Tout d'abord pour la femme de mieux comprendre son cycle et de suivre sa santé gynécologique, mais aussi pour le soignant de mieux diagnostiquer et traiter les causes des problèmes gynécologiques. Le tableau d'observation représente un outil sémiologique unique. Il apporte des informations nombreuses et précises sur le cycle, les symptômes, la qualité du fonctionnement hormonal. Et on peut faire le parallèle avec l'électrocardiogramme qui est indispensable en cardiologie ou la courbe de glycémie d'un patient diabétique en endocrinologie.
Par ailleurs, ces méthodes permettent une gestion de la fertilité qui est fiable, soit éviter une grossesse, soit favoriser une grossesse. Et enfin, elles représentent un moyen de partager la charge mentale liée à la fertilité et d'améliorer la communication sur la sexualité. Méthodes et biomarqueurs. Donc, les méthodes qui utilisent uniquement le mucus cervical, parmi les méthodes qui sont enseignées en France, c'est la méthode de l'ovulation Billings d'une part, où la notation des observations se fait de façon personnalisée et subjective, et le modèle Creighton, la méthode Fertility Care d'autre part, avec notation des observations standardisée et objective. Les méthodes symptothermiques sont les méthodes qui utilisent comme biomarqueur le mucus cervical et la température, voire parfois la position du col utérin. Et on peut noter notamment la méthode Sensiplan, qui est la méthode sur laquelle les différentes études de fiabilité de la méthode symptothermique ont été faites. Il est à noter qu'il existe d'autres méthodes que celles-là, qui ont un fonctionnement un petit peu différent et qui sont, pour certaines, très faciles et rapides d'apprentissage. Elles sont très fiables, elles ont été beaucoup évaluées, hein, elles ont été développées par l'université Georgetown à Washington, et donc de haut niveau de fiabilité, mais elles s'adressent vraiment à des publics de niveaux socio-économiques très différents et tout niveau d'alphabétisation compris. Par exemple, la méthode des jours standards qui utilise cycle beads, donc un petit collier comme celui-là, que la femme peut utiliser pour se repérer, et cycle beads existe aussi comme application sur les smartphones. La méthode des 2 jours, c'est une méthode aussi qui est très facile à apprendre à utiliser, qui se base sur le mucus cervical. Couple beads, c'est une méthode récente qui utilise elle aussi des petites perles à enfiler pour se repérer au niveau du cycle. Et la méthode Billings est également une méthode qui est très très facile d'apprentissage et d'utilisation rapide. Je voudrais vous parler également de la méthode de l'université Marquette. Les instructeurs sont tous des professionnels de santé. On réalise un test urinaire pour évaluer directement les niveaux hormonaux, en fait non pas sur les symptômes corporels, mais sur les taux urinaires directement. Un test par jour, euh, très simple au quotidien, peu d'interprétation. On a un instructeur qui nous donne un protocole personnalisé. Et donc, c'est une méthode, par exemple, qui est très utilisée en postpartum, très appréciée dans cette période-là. Pour apprendre une méthode d'observation du cycle, excusez-moi, il y a plusieurs étapes pour arriver à l'autonomie. Donc, il s'agit de se renseigner sur les différentes méthodes et de choisir une méthode. On se forme initialement auprès d'enseignants certifiés de la méthode. Ensuite, on commence les auto-observations quotidiennes des biomarqueurs. On note chaque jour, au jour le jour, les observations dans un tableau dédié et on analyse les observations pour se situer dans le cycle. Est-ce que le jour qui vient de se terminer était un jour de fertilité ou un jour d'infertilité? Ça entraîne une communication du couple. Il est important de voir l'instructrice régulièrement en début d'apprentissage jusqu'à ce qu'on soit autonome. Voici quelques exemples de tableaux d'observation. Voici un tableau de la méthode Billings, de la méthode Fertility Care et de la méthode symptothermique. Vous pouvez voir la courbe de température ici qui marque avec le plateau haut la sortie de la phase fertile. Intéressant, le tableau ici de la méthode Fertility Care. Donc là, ce sont les observations de la femme et en bas, on a une courbe en fait de 2 taux sanguins, les barres noires, le stradiol, et les barres rouges, progestérone. Il s'agit en fait d'une dame qui a observé son cycle avec la méthode Fertility Care pendant un cycle, tout en acceptant d'aller faire un bilan sanguin quasiment chaque jour de son cycle pour vérifier la corrélation entre les observations et les taux hormonaux plasmatiques. Et vous voyez que la corrélation est très impressionnante, avec des taux d'œstradiol qui augmentent beaucoup en période fertile, et puis une progestérone qui s'élève lors de la période post-ovulatoire. Les femmes et les professionnels de santé se posent souvent cette question. Est-ce que ma patiente est capable de percevoir et de reconnaître le mucus cervical? Une étude a été menée par l'OMS dans les années 80, vous voyez, ce n'est pas des données récentes. Important à savoir, elle montre que 99% et demi des femmes dans les pays en voie de développement sont capables de percevoir le mucus cervical dès le premier cycle qui suit une formation de qualité sur ce sujet. Et parmi les femmes occidentales, on est à 97,4%. Donc, une grande majorité de femmes ont cette capacité, quel que soit le niveau socio-économique.
Et ces différents travaux de recherche ont constitué les fondements de la méthode de l'ovulation Billings. Les femmes sont-elles intéressées? D'après plusieurs études qui ont été menées sur ce sujet, 40 à 60% des femmes interrogées souhaitent obtenir de leur médecin, de leur sage-femme, plus d'informations sur les méthodes de planification familiale non hormonales, non chirurgicales et non barrières. Autre méthode présente en France, le modèle Creighton. Il a été développé aux États-Unis par le docteur Thomas Hilgers, gynécologue obstétricien spécialisé en chirurgie, et son équipe. Ce modèle est constitué d'une part de la méthode d'observation du cycle fertility care. Cette méthode utilise un seul biomarqueur, le mucus cervical, observé de manière standardisée, et elle date de 1977. D'autre part, on trouve la naprotechnologie, assistante médicale et chirurgicale pour une procréation naturelle. On peut aussi l'appeler médecine de restauration de la fertilité et de la santé gynécologique. La napro existe depuis 1991. Il s'agit, cette naprotechnologie, cette médecine de restauration de la fertilité, d'une approche systématique et efficace. Le tableau d'observation, comme je vous le disais, est utilisé dans un but diagnostique et un but de suivi thérapeutique. C'est vraiment comme l'électrocardiogramme en cardiologie. C'est important pour le diagnostic, pour le suivi, et on utilise donc une méthodologie de lecture systématique du tableau. De nombreux problèmes gynécologiques et troubles hormonaux sont pris en charge en appro, le syndrome prémenstruel, les migraines liées aux règles, les cycles irréguliers, les douleurs de règles, les règles trop abondantes, les saignements anormaux, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, différents déséquilibres hormonaux, le problème lié aux fausses couches à répétition, l'infertilité. Et bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Comme le docteur Hilgers est chirurgien, il s'agit d'une prise en charge qui peut être chirurgicale, avec notamment tout un ensemble de techniques opératoires qui ont été développées sur les 40 dernières années pour entraîner une optimisation de la chirurgie de l'endométriose pour les femmes, mais il y a bien sûr toute une partie médicale, médicamenteuse, sur le mode de vie, l'équilibre des pathologies chroniques, les médicaments, bien évidemment, qui sont disponibles. On cherche à améliorer la santé, la qualité de vie et ensuite la fertilité de la femme. Et puis, s'il n'y a pas une situation d'infertilité, c'est pas grave, c'est une médecine qui s'adresse à toute femme. Ce document que vous voyez est issu du manuel de Naprotechnology écrit par le Dr Hilgers et son équipe. Alors, si vous me voyez, je vous le montre face caméra. C'est un grand livre de plus de 1200 pages. Voilà, c'est la taille de ma tête, ou plus. Très riche en informations et en études. Ce document illustre comment le tableau d'observation de la femme aide à diagnostiquer et à traiter les causes des problèmes gynécologiques et de l'infertilité. Et je me répète, c'est un petit peu comme l'électrocardiogramme en cardiologie. On voit ici 4 lignes, donc 4 cycles présentés par des femmes différentes qui consultent pour plusieurs motifs. On utilise cette méthodologie de lecture systématique du tableau comme avec l'électrocardiogramme. On évalue la durée totale du cycle. Le premier cycle, 28 jours. Les menstruations durent 6 jours. En post-menstruel, on a une phase infertile de plusieurs jours, puis une période fertile suivie du compte de 3. Enfin, une période d'infertilité post-ovulatoire. Si on en reste aux questions basiques, on pourrait se dire que tout est normal, durée de cycle normale, durée et aspect des règles normaux. Et pourtant, cette patiente consulte pour infertilité. Le tableau Fertility Care nous permet d'en savoir beaucoup plus. Il existe un problème hormonal ou un problème de fonctionnement ovarien puisque la période fertile est beaucoup trop courte, une journée seulement. Il est logique que le couple n'arrive pas à concevoir. On va lancer un bilan pour comprendre la cause de cette dysovulation et la traiter. Le deuxième cycle est trop court, il dure 23 jours. Quand on analyse les observations, tout semble normal en phase préovulatoire. Le problème se trouve en phase post-ovulatoire. Elle ne dure que 5 jours pour une norme entre 11 et 16 jours. Cette patiente présente probablement une dysovulation qui va créer un corps jaune de mauvaise qualité. Le corps jaune ne produit pas assez de progestérone et on parle alors d'insuffisance lutéale. La phase post-ovulatoire est trop courte et la patiente présente des fausses couches. Un bilan précis, synchronisé avec les phases du cycle va nous permettre d'en savoir plus et de supplémenter en progestérone de façon synchronisée avec le cycle, si besoin. Le Sophie, je me troisième cycle, permets cinq, oui, 5 minutes encore, hein, 5 minutes. d'accord, merci. Le troisième cycle est de durée normale.
La première partie de cycle est normale, quoique la phase fertile est un peu courte. Les anomalies sont présentes en phase post-ovulatoire. On voit qu'en phase prémenstruelle, la patiente présente 5 jours de spotting, dont 2 jours de saignement brun. Cela nous alerte sur une probable insuffisance lutéale aussi. Et sur le plan de ces symptômes, la patiente présente sans doute un syndrome prémenstruel important. Il faut investiguer tout cela rapidement pour améliorer la qualité de vie. Le tableau va nous aider pour cibler les dates d'examen biologique et radiologique. Enfin, le dernier cycle est visiblement pathologique avec des menstruations anormales, 3 jours de saignement suivis de 10 jours de spotting. Il n'y a pas de période fertile. Le spotting est décrit en milieu et en fin de cycle. Un bilan clinique et paraclinique doit être fait rapidement. Sur le plan des avantages médicaux et éthiques, qu'en est-il pour ces méthodes dans le cadre du suivi et de l'amélioration de la santé gynécologique? La connaissance du cycle et de la fertilité, à l'inverse d'une démarche de suppression, de crainte, de méconnaissance. La femme est actrice de sa santé. Et ça, on pourrait faire le parallèle avec la santé des hommes. Est-ce que la médecine actuelle nous invite à supprimer le fonctionnement hormonal, le fonctionnement par exemple testiculaire des hommes qui ne souhaitent pas concevoir? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est normal que les hommes aient leurs hormones naturelles. Alors pourquoi pas les femmes? Voilà. Donc ces méthodes, du coup, respectent le cycle féminin, l'ovulation, les différents systèmes endocriniens et donc le 5e paramètre vital, comme on l'appelle en anglais, le cycle menstruel, le cycle féminin. On disait que c'est universel, ces méthodes. L'apprentissage est possible pour toute femme de la ménarche à la ménopause et pour les hommes aussi, tout niveau socio-économique. La connaissance précise du cycle est un droit fondamental pour toute femme. Apprendre à lire et comprendre mon corps, c'est important. En anglais, on dit body literacy. Il y a aussi un mot anglais qui est beaucoup utilisé pour ces méthodes, c'est le empowerment, c'est-à-dire j'augmente le pouvoir qui est en moi grâce à ces méthodes. Le cycle ovulatoire de la femme, il est unique dans le monde vivant. C'est un phénomène très précis, cohérent, harmonieux, sophistiqué, et les femmes peuvent en être fières. Par ailleurs, la médecine de restauration gynécologique est là pour toute femme, comme on disait, avec de multiples pathologies prises en charge. On améliore l'état de santé de la femme au long terme. On utilise le tableau d'observation pour être plus précis dans le diagnostic et le suivi. Et puis, grâce à cette approche systématique et efficace, on fait des diagnostics plus efficaces, plus rapides, du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, ou de l'endométriose, au contraire de l'errance diagnostique qui est souvent constatée pour ces jeunes femmes. Les méthodes d'observation du cycle sont polyvalentes. Une méthode permet d'être autonome sur le long terme, quelle que soit notre intention pour notre santé et notre fertilité. Et puis, si on prend en charge la santé gynécologique en amont des essais de conception, on va prévenir certains cas de fausse couche ou d'infertilité. Pour éviter une grossesse, les avantages médicaux et éthiques de ces méthodes: connaissance du cycle et de la fertilité, communication dans le couple sur la sexualité et la fertilité, des méthodes scientifiques, fiables et efficaces, au contraire de méthodes naturelles qui sont souvent approximatives, la vision globale de la personne au-delà de la procréation, la vision globale du couple, de la relation et de la sexualité, partage de la responsabilité et de la charge mentale entre l'homme et la femme, puis universalité, comme on le disait. Le respect du cycle féminin, ça veut dire aussi que la libido physiologique de la femme est présente. Et donc ça, c'est un facteur important, au contraire de nombreux contraceptifs hormonaux qui diminuent la libido. Pas d'effet indésirable, pas de contre-indication, pas d'effet antinidatoire. Pour les couples qui souhaitent favoriser une grossesse ou lutter contre l'infertilité, quels sont les avantages de cette approche? Je suis claire tout de suite, il n'y a pas de promesse d'un bébé dans cette approche-là. Toujours une vision globale de la personne et du couple. On améliore la santé de la femme et du couple pour améliorer la fertilité au long terme. On favorise une procréation naturelle lors d'un rapport sexuel conjugal. Il n'y a pas de tri d'embryons. Il n'y a pas de congélation d'embryons surnuméraires, pas de réduction embryonnaire, pas de dilemme pour les parents suite à la prise en charge. Les grossesses multiples sont rares et il y a peu de complications gestationnelles. Les inconvénients de ces méthodes, c'est toute la phase d'apprentissage. C'est comme pour tout apprentissage complexe. Rappelez-vous, quand vous avez appris à conduire, vous avez appris à nager, vous avez appris des choses complexes, ça prend du temps. Il faut trouver la méthode, l'instructrice, et puis devenir autonome progressivement.
pour éviter une grossesse. Si on veut éviter une grossesse avec ces méthodes, ça veut dire éviter tout contact génital en période fertile. C'est un défi pour le couple. C'est important de suivre les consignes de la méthode, car en fait, peu d'études de fiabilité ont été réalisées avec l'aide de méthodes barrières. Et pour les couples en infertilité, c'est une prise en charge qui requiert de la patience, puisqu'elle est de longue durée. La fiabilité de ces méthodes a été évaluée, et là je vous propose de faire le parallèle avec l'efficacité de plusieurs contraceptifs fréquents, d'abord pour éviter une grossesse. Donc, vous voyez que l'efficacité théorique d'une part est évaluée et ensuite l'efficacité en usage courant, les vrais gens, la vie de tous les jours. Pour toutes ces différentes méthodes d'observation du cycle et les contraceptifs usuels, on est à une très très bonne efficacité théorique. Pour l'efficacité en usage courant, c'est un petit peu plus bas, 89,5% pour Billings et autour de 97% pour Fertility Care et la symptothermie. On est à 93% avec Market. Sachant que ce qui est intéressant, c'est les taux d'efficacité en usage courant de la contraception orale. On est à 91-93% d'après l'OMS, 85 à 87% d'après l'OMS pour préservatif masculin, donc c'est assez bas. Et pour l'anneau vaginal, 91 à 93% également. Alors, les méthodes d'observation du cycle sont également utilisées pour favoriser une grossesse. Et c'est important d'en parler parce que on peut être surpris par cette page. On peut penser, tout le monde sait comment on fait les bébés, mais ce n'est pas si simple, puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup d'infertilité, notamment peut-être liée à la méconnaissance du cycle. Donc, en 2010, l'Institut national d'études démographiques a publié un article qui s'appelle « Le délai pour concevoir ». Et chez les couples qui n'avaient aucune connaissance des biomarqueurs de fertilité, le délai moyen pour concevoir était de 7 mois. Et ça fait long pour ces couples. Et vous voyez que le taux de grossesse, quand il n'y a pas de connaissance de la fenêtre de fertilité, il est beaucoup plus bas que quand on a ces connaissances-là, quelle que soit la méthode utilisée. Hein, vous voyez que au 6e cycle, on était à 60% de grossesse sans méthode. Et là, on était à beaucoup plus. Sur le plan statistique, c'est important. Voilà. Sophie, on doit clôturer avec toi, si tu peux faire une petite conclusion, parce Très qu'on va te bien. laisser quelques temps pour les questions-réponses. Oui. Voilà, et je voulais aussi vous parler donc des taux en AMP versus en aprotechnologie, mais effectivement, on en parlera une autre fois. Voilà. Euh, il existe un consensus en France, mais aussi dans de nombreux autres pays industrialisés, sur l'éducation sexuelle, qui devient actuellement plus globalement une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. De nombreux cours sont prodigués avec beaucoup d'informations sur ces sujets et notamment sur le fonctionnement de la fonction reproductive de l'homme et de la femme. Et pourtant, on constate un niveau important de méconnaissance sur le cycle féminin, la santé gynécologique et la fertilité, beaucoup de grossesses non planifiées et d'IVG, et en parallèle, beaucoup d'infertilité. Les méthodes d'observation du cycle reposent sur la connaissance et elles représentent un droit fondamental pour toute femme qui devrait être promu par les instances nationales et internationales. Ces méthodes sont scientifiques, fiables et efficaces. On respecte un processus hormonal fondamental pour la femme. Ces méthodes sont polyvalentes et peuvent être utilisées tout au long de la vie. Elles n'ont pas d'effet indésirable, pas d'effet intimidatoire. Elles promeuvent une vision globale de la personne et du couple. Elles permettent d'avoir recours à la méthode de restauration, la médecine de restauration de la fertilité et de la santé gynécologique dans des cas de maladies gynécologiques ou d'infertilité. Ces méthodes sont universelles et promeuvent une médecine efficace grâce au tableau d'observation comme outil. C'est une approche systématique, voire même préventive. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Si je peux te demander de couper le partage d'écran, comme ça me permettra de visualiser mieux. Merci. Voilà, je pense que c'était un sujet aussi assez dense, assez riche en informations, assez large et qui couvre plusieurs champs dans ce domaine et une approche d'ailleurs à laquelle j'adhère personnellement. Je te remercie Sophie pour ton temps et ta préparation. Alors, je voudrais savoir s'il y a des questions, des commentaires avant de clôturer cette longue journée. S'il y a des questions à poser à Sophie,
J'en ai peut-être une ou deux, mais j'attendrai un petit peu s'il y a des quelque part. Aussi des dames qui sont encore présentes parmi nous, les intervenantes. Ah, Aude, oui. Il faut juste activer le micro hein, pour parler. Oui, merci. Bah, de toute façon, voilà, je peux même mettre ma vidéo. Je voulais merci, Sophie pour cet exposé. Mais en fait, vous vous êtes arrêtée, parce qu'on vous a coupé juste avant la comparaison des chiffres. En fait, ça, c'est une question qu'on se pose quand même souvent. C'est justement, est-ce que les méthodes de restauration naturelle de la fertilité ont un taux de succès quand même comparable avec celui des PMA, ou est-ce que c'est en dessous, est-ce que c'est au-dessus? En deux mots. Merci beaucoup, Aude, c'est une très bonne question. Maroun, veux-tu que je remette ma diapo? C'est peut-être plus rapide pour la réponse. Oui, oui, vas-y, bien sûr, vas-y. Merci. Désolé, Aude, hein, mais il fallait Non, gérer non, un bien peu sûr. le Non, non, temps. mais c'est merci, Mais c'est une question merci à toi. importante, en tout cas, je sais que c'est un thème qui intéresse beaucoup Aude et je pense intéresse beaucoup de personnes en même temps. Alors, effectivement, c'est une question importante. La première des choses à dire, c'est que on ne peut pas comparer sur le plan statistique ces deux approches parce que euh, la façon de mesurer l'efficacité n'est pas du tout la même. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème avec mon diaporama. Voilà. Première chose qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant en France, c'est qu'il y a une agence publique indépendante, qui est l'agence de biomédecine, qui évalue les centres d'AMP chaque année. Et donc, par exemple, pour 2018, ce qu'on peut voir, donc moi, je compare par exemple avec l'intraconjugal. Je compare les méthodes de médecine de restauration de la fertilité avec l'intraconjugal. Ce qu'on peut voir, c'est que par tentative d'AMP, donc par cycle médicalisé, on a en 2018 en France un taux d'accouchement de seulement 10% pour l'insémination intra-utérine artificielle et autour de 20% pour les différentes techniques de fécondation in vitro. Donc, pour ces méthodes-là, on utilise la mesure du taux d'accouchement par cycle médicalisé. A contrario, les résultats de la prise en charge en APRO, médecine de restauration de la fertilité, c'est une mesure du taux de naissance par couple sur plusieurs mois de prise en charge. Voilà. Je vais vous citer le travail de thèse du docteur Marie-Pierre en 2019 qui a comparé les différentes études qui ont été publiées en APRO, notamment une étude chez des couples qui étaient arrivés à la NAPRO après échec de fécondation in vitro. Donc potentiellement des couples plus âgés avec des dossiers médicaux plus compliqués. Ce qu'on voit, c'est que les taux de naissance bruts étaient vraiment intéressants. 25%, 38%, 40%, 18% chez ces couples qui n'avaient pas réussi à avoir d'enfants via FIV. Et en France, on était à 26% en 2019. Voilà. Pour augmenter les données, ce que je peux vous dire, c'est que c'est important, vu la prise en charge au long cours de cette approche, c'est important de pouvoir ajuster les taux de naissance quand ils sont cumulés sur 24 mois. C'est une approche statistique qui est différente. Et là, on obtient des taux encore plus élevés avec, dans l'étude multicentrique irlandaise, près de 53% de taux de naissance par couple, 66% au Canada, 74% en Ukraine. Et puis chez les couples qui arrivaient après la FIV, on est à 32%. Malheureusement, on n'avait pas pu à l'époque mesurer le taux en France parce qu'il nous avait manqué quelques données, notamment sur les dates de sortie des couples qui souhaitaient plus poursuivre la prise en charge. Voilà. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à votre question? Vous voyez, on ne peut pas comparer, mais c'est important de savoir qu'on a des données. Il y a des données qui ont été publiées et qui sont tout à fait encourageantes. Merci beaucoup, Sophie. Tu peux arrêter le partage d'écran. Oui, merci. Euh, Si juste je reformule l'idée, parce que quand même c'est intéressant de le savoir, c'est que l'impossibilité de comparaison, parce que la technique, elle est différente. Ça, il y a ça. Il y a aussi la question du temps, le facteur du temps qui est là-dedans. Surtout dans la question de technologie, il y a un cheminement qui va se faire, d'où la comparaison épistémologiquement parlant, c'est un peu difficile. Mais le résultat, quand même, il y est. Deux questions des participants. Une question qui est très intéressante en fait. Trois d'ailleurs, je crois maintenant. Pas facile de trouver un spécialiste en appro quand on a un problème de fertilité. Et ce genre de problème est de plus en plus fréquent.
Est-ce que, juste vraiment brièvement, tu peux dire un petit mot sur cette question de la répartition des spécialistes, peut-être au moins en France ou dans le monde? Oui, oui, c'est vrai qu'on est peu nombreux. On est peu nombreux, c'est un problème. C'est un problème. Il y a beaucoup à faire pour ce sujet, mais je pense que voilà, une journée comme celle-ci, j'espère qu'elle contribue à faire connaître cette approche et puis à intéresser les médecins qui seraient sensibilisés à ces problématiques. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire, il y a des médecins, il y a peu de médecins qui sont sensibilisés à cette problématique, mais ensuite, ceux qui sont sensibilisés, font-ils le pas de se former? Font-ils le pas de rendre ce service à la population? C'est une question également. Merci. Une autre question. En dehors du cycle ovulatoire, pour contrôler la fertilité, comment préparer les femmes, notamment en âge de préménopause, à mieux connaître leur corps, les aider à vieillir en bonne santé physique et morale et prévenir l'ostéoporose, l'Alzheimer et la dépression? Garder le cycle au naturel. Éviter d'utiliser un contraceptif. C'est vraiment important. Ça permet de maintenir, voilà, dès 35 ans. Dès 35 ans, garder des cycles ovulatoires réguliers et d'essayer d'optimiser l'ovulation, même si on n'a pas du tout envie de concevoir. L'idée, c'est de garder une santé hormonale optimale qui va bénéficier à la femme pendant toutes les années de postménopause ensuite. Et par contre, j'ai pas bien compris le début de la question, sur la gestion de fertilité, c'est ça? Comment on fait pour, à cette période de la vie? Je vais te la redire. Merci. Voilà, en dehors du cycle ovulatoire, pour contrer la fertilité, comment préparer les femmes, notamment en âge de préménopause, à mieux connaître leur corps, les aider à vieillir, etc., etc. On peut apprendre ces méthodes, les méthodes d'observation du cycle à tout âge. On peut apprendre quand on a 15 ans, on peut apprendre quand on a 45 ans, quand on a 50 ans, il y a pas d'âge pour ça et ça, c'est vraiment une de leurs qualités, je pense, voilà et c'est Ok. efficace. Il faut être bien accompagné, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas inventer sa méthode. Il faut avoir une instructrice et la voir régulièrement jusqu'à ce qu'on soit autonome parce que c'est des cycles en préménopause qui sont pas toujours faciles, pas toujours faciles, donc il faut être bien accompagné et rigoureux. Mais il y a pas de raison que Très ça bien. marche pas. Et il y a un commentaire et une demande en même temps. Une personne qui disait elle mettrait un bémol sur l'âge de la première relation sexuelle, 17 ans. Hein, Pardon, de l'âge de la première relation sexuelle, 17 ans est l'âge de la pénétration vaginale. Or, l'impact de la vision pornographique avec la promotion de la fellation incite les gens à cette pénétration buccale, d'où l'explosion des cancers bucco-pharyngés par le papillomavirus. Voilà. Et la personne souhaiterait savoir de nouveau le nom de ton livre. Donc, c'est Cycle merci féminin beaucoup. au naturel. Et elle se demande si elle peut te contacter. Je prendrai son adresse mail peut-être Oui, sous, en dehors de la présentation pour te mettre en contact avec elle. Et volontiers. une autre personne qui salue bien ta façon aussi ouverte et pragmatique au service de respect de la personne féminine dans sa globalité. Merci. On va arrêter les questions. Pardon, je pense juste à une chose pour Oui, compléter ma réponse précédente. Comment faire pour trouver un médecin qui est formé à ces approches? Donc, il y a bien sûr le fait de voir un médecin formé en aprotechnologie, mais aujourd'hui, la médecine de restauration de la fertilité, c'est plusieurs approches différentes, plusieurs instituts de formation différents. Et nous avons créé l'association Focus Fertilité. Donc, c'est sur focusfertilité.fr. Si vous allez sur ce site internet, vous avez une carte du réseau de l'association qui vous permet de trouver un professionnel de santé de façon plus rapide et plus simple. J'avais oublié. Pardon, Marron. non, je t'en prie. Un très grand merci, Sophie.